prokaryotes. Surtout, et bien sûr, l'exemple qu'on prend toujours, c'est celui d'Escherichia coli. Mais, d'accord. Alors, bien sûr, si on prend un gène, il y a toujours, là, ça commence un point d'initiation. C'est là où ça va commencer la transcription jusqu'à un point qu'on appelle la terminaison. C'est là où va s'arrêter la transcription. Donc, toujours, on commence par l'initiation. Il faudrait toujours là initier la transcription. C'est le point le plus important qu'on trouve toujours, que ce soit pour la réplication, maintenant pour la transcription. Après, ça continue, c'est l'élongation. Jusqu'à un point, c'est là où ça va s'arrêter, c'est la terminaison. Au niveau de l'initiation, on a des séquences très importantes et ça se trouve sur la partie qu'on appelle le promoteur. Le promoteur, c'est celui qui va aider à cette initiation. Le promoteur, c'est une séquence d'ADN et elle est reconnue par l'ARN polymérase plus le facteur sigma. L'ARN polymérase en présence de facteur sigma. Parce que le facteur sigma, comme on a vu hier, c'est-à-dire au cours de l'élongation, on n'a pas besoin de ce facteur sigma. C'est seulement au point d'initiation et c'est lui qui va permettre cette reconnaissance et cette fixation spécifique. Et c'est lui qui va se fixer de manière spécifique sur le moins 10 et également le moins 35, mais de manière très, très importante, surtout au niveau de moins 10. Et c'est celui-là le facteur sigma, ce facteur-là, on l'appelle un facteur. Le facteur sigma est appelé un facteur de transcription. Un facteur de transcription. Dans le cas d'Escherichia coli de prokaryotes, il fait partie de l'ARN polymérase au départ. Mais généralement, parce qu'on ne le voit pas, on ne le retrouve pas au niveau de l'élongation, donc c'est un facteur de transcription. Parce que les facteurs de transcription, comme on va voir aujourd'hui, au niveau des eucaryotes, et on a plusieurs facteurs de transcription, ils vont agir, et c'est-à-dire là, ils n'ont pas cette relation directe avec l'ARN polymérase comme c'est les prokaryotes. Il se fixe tout d'abord sur l'ARN polymérase, et c'est lui qui va lui donner cette spécificité et cette reconnaissance spécifique de la séquence qui est c'est le moins 10 et le moins 35. Alors, ce que je n'ai pas dit hier au niveau de ce facteur sigma, c'est que le sigma, ce qu'on a vu hier, c'est le sigma 70. 70, il provient de quoi 70? C'est seulement parce qu'il a le poids moléculaire de 70 kilodalton. Le sigma 70, c'est lui qui s'occupe de la plupart des gènes bactéries et circuits. C'est lui qui va permettre cette initiation de la plupart des gènes. Et ces gènes-là, ils sont tout le temps, presque, ils sont en général transcrits. Et on les appelle également des housekeeping genes. Bon, on les traduit en français, les gènes de ménage. Bon, vous n'acceptez pas cette traduction. Bon, ce n'est pas aussi important. Mais ce qui est important, c'est de savoir que c'est la plupart des gènes. Ce sont des gènes qui sont, par exemple, les protéines, qui sont, par exemple, les protéines ribosomales, l'ARN polymérase, ainsi de suite. Tous les gènes qui sont importants pour le fonctionnement de la bactérie. Toutes ces protéines-là qui sont importantes pour le fonctionnement de la protéine, les gènes qui le codent, ils s'appellent des housekeeping genes. Alors, le sigma 70, c'est pour la plupart des gènes. On a d'autres sigma. Il y a le sigma, par exemple, 32, c'est Escherichia coli. Parce que le nom, parfois, ça change d'une bactérie à une autre. Puis toujours sur le facteur sigma,
mais le nom change parfois. Parfois, ce chiffre, ce nombre-là, 32, là, le nombre, ça dépend de la bactérie. Chez Escherichia coli, le 32, c'est celui qu'on appelle le heat shock protein. Là, c'est pour les heat shock genes, et c'est pour les heat shock, c'est-à-dire les protéines. Il va permettre l'expression des protéines qui sont impliquées dans le heat shock, c'est-à-dire dans le choc thermique. Si vous augmentez au lieu de 37 degrés Celsius pour Escherichia coli, vous augmentez peut-être à 40 degrés pendant quelques 30 secondes, 15-30 secondes. Ça, c'est un choc pour la bactérie. Parfois 40, 42, ce sont des chocs. On laisse seulement quelques secondes, 30, même pas une minute, et ça, c'est un choc pour la bactérie. Et ce choc thermique, il y a toute une panoplie, un grand nombre de protéines qui vont être exprimées et qui vont permettre de résoudre le problème. Parce qu'il y a parfois, il y a certains protéines qui vont changer de conformation et peuvent causer des problèmes. Donc là, il faudrait résoudre ce problème-là. Et c'est pour ça qu'on a c'est-à-dire une fois que la température augmente à une température qui dépasse peut-être les 40 degrés, là, c'est un choc pour la bactérie, pour Escherichia coli, et il va s'adapter, c'est-à-dire là, il va synthétiser des protéines qui vont, c'est-à-dire essayer de résoudre le problème au niveau fonctionnement pour s'adapter au système. Et dans ce cas-là, le sigma 70, quand on regarde le moins 10, ce n'est pas le TAAT, c'est autre chose. On trouve parfois c'est pas quelque chose, c'est une séquence c'est totalement différente parce que ce qu'on a vu au niveau moins 10. Parce que là, ce qu'on a vu au niveau de moins 10, moins 35, c'est spécifique de sigma. Ce qu'on a vu hier, c'est le sigma 70, c'est pour la plupart des gènes. Et il y en a d'autres sigmas. Il y a d'autres sigmas. Mais ce sont des sigmas qui sont spécifiques pour certains gènes. Les autres, les sigma 70, c'est pour presque la plus grande partie des gènes. C'est pour ça toujours, quand on vous parle de sigma, on vous parle toujours de sigma 70 sans le dire. Et on vous donne le moins 10 et on vous dit parfois la boîte tata, mais en fait, ce n'est pas toujours le cas. Quand on prend un autre sigma, il y a des différences au niveau de la séquence au niveau de moins 10 et la séquence consensus, ce n'est plus TAT, ça va être C7, c'est quelque chose d'autre. Donc, mais ce qui est important dans cette partie qu'on a vu hier, parmi les points les plus importants, c'est cette partie-là, le facteur de transcription, le facteur sigma, c'est très très important, c'est lui qui va permettre une initiation, une reconnaissance du promoteur au niveau de moins 10, l'élément moins 10, moins 35, une initiation spécifique, surtout le moins 10 est très très important. Et on a vu à la fin, au niveau de la terminaison, qu'il y a deux types également. Là également, une autre protéine qui va agir au niveau, ce qu'on appelle le Rho, et dans ce cas-là, le Rho, c'est une terminaison Rho-dépendante. Et d'autres cas, quand on n'y a pas l'action seulement de Rho, il y a l'action parfois seulement de la séquence qui est en épingle à cheveux, plus une séquence suivie d'une séquence RIS en AU. Donc, ce cas-là, c'est une terminaison Rho indépendante. D'accord? Donc, voilà le résumé de ce qu'on a vu hier. C'est ça, en gros, ce qu'on a vu hier. Il y a toujours cette fixation protéine-séquence, protéine ADN, et c'est toujours une reconnaissance spécifique. Alors, aujourd'hui, on va voir, c'est de la même manière, on va regarder l'initiation de la transcription chez les eucaryotes, parce que c'est un point-là, on va voir les différences par rapport à ce qu'on a vu sur Escherichia coli. Tout d'abord, on va voir les ARN polymérases. On commence par les ARN polymérases. Alors, les ARN polymérases, on a vu hier, on a au niveau de Escherichia coli, il y a une seule
ARN polymérase. D'accord? Elle est constituée de plusieurs sous-unités. Le alpha 1, 2 alpha, c'est ça ce que j'ai écrit hier, alpha 2, bêta, bêta prime, oméga. Donc 2 alpha, bêta, bêta prime et oméga. Ce sont des protéines et qui vont constituer l'ARN polymérase. Quand on regarde au niveau des eucaryotes, là, on se retrouve pas avec une seule ARN polymérase, mais avec plusieurs ARN polymérases. C'est-à-dire, on a l'ARN polymérase 1, 2, 3, et bien sûr, quand on regarde au niveau des constituants, les constituants de cette ARN polymérase, on n'a plus, là, on se retrouve avec 2, 4, 5 sous-unités. Là, regardez, par exemple, l'ARN polymérase 1, il y a 1, 2, 3, 4, 5, et plus 9 autres, c'est-à-dire là, on se retrouve avec 14 sous-unités. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5 et plus il y en a 9. Donc, on a 14 sous-unités. Donc là, chaque ARN polymérase, on a plusieurs ARN polymérases et chaque ARN polymérase, il est constitué de plusieurs sous-unités. Donc, l'ARN polymérase au niveau d'Escherichia coli, c'est simple, seulement 5 sous-unités et une seule ARN polymérase. Dans le cas des eucaryotes, on a plusieurs ARN polymérases. Et chaque ARN polymérase, il est complexe, il est constitué de plusieurs sous-unités. On a des sous-unités qui se ressemblent, presque les mêmes, elles se ressemblent, elles sont homologues. Par exemple, le RPA, c'est le bêta-prime. Le RPA2, il ressemble à bêta. Le RPC, il ressemble à alpha-prime. Le RPC, ainsi de suite. Donc, on a des sous-unités qui ressemblent à celui de la bactérie, mais on a des sous-unités de plus qui on a au niveau des ARN polymérases eucaryotes. Alors, on a plusieurs ARN polymérases. On a l'ARN polymérase 1 et qui va transcrire les gènes d'ARN ribosomique. Il y a l'ARN polymérase 2, celui qui va transcrire les gènes qui codent pour les protéines. Dans ce cas-là, on va avoir des ARN messagers. L'ARN polymérase 1, quand il va transcrire, il va nous donner les ARN ribosomiques. Le 28S, le 18S et le 5,8S. L'ARN polymérase 3, il transcrit les petits ARN, il transcrit les gènes qui codent pour les petits ARN, de petite taille, les ARN de petite taille, comme l'ARN de transfert, l'ARN 5S, ribosomique 5S, là, un ARN ribosomique, les ARN de l'épissage, qui sont impliqués dans l'épissage. Il y a l'ARN au niveau de cellules animales, on a l'ARN polymérase mitochondriale qui transcrit les gènes qui sont localisés sur l'ADN mitochondrial qu'on retrouve dans les mitochondries. Alors, voilà les 4 ARN polymérases. Alors, je vais demander une question ici. D'après vous, transcription de ce gène 28S, l'ARN ribosomique, les ARN ribosomiques, 28S, 18S et 5,8S, où se trouve au niveau cellulaire la localisation de sa transcription. C'est une question. Où la localisation cellulaire au sein de la cellule, où se trouve sa transcription des gènes d'ARN ribosomique. Vous avez fait de la biologie cellulaire en première année. Où ça se trouve, la localisation? Est-ce que vous ne savez pas? J'attends votre réponse. Est-ce que vous m'entendez, tout d'abord?
Monsieur, Oui, dans le cytoplasme, regarde. Où se trouve d'abord le génome? Dans le cytoplasme ou bien dans le noyau? dans le noyau. Donc, on ne peut pas avoir la transcription, ça se passe dans le noyau. D'accord? Mais où dans le noyau? Le réticulum endoplasmique rugueux. Oh là 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 là, vous avez des problèmes, il faudrait réviser. Vraiment, vraiment, il faudrait faire ça d'urgence, c'est-à-dire revoir votre cours de biologie cellulaire. Vous avez mélangé tout est mélangé. Tout est mélangé. Monsieur, Oui. c'est dans les nucléoles. Oui, dans le nucléole, c'est tout simplement. Parce que là, si vous vous rappelez, c'est toujours le programme le même. Normalement, il y avait un chapitre, c'est normalement le nucléole. Et le nucléole, c'est quand on parle de noyau, le nucléole, c'est le site de synthèse des ARN ribosomiques. C'est le site de synthèse des ribosomes, en fait. C'est là, c'est au niveau de noyau, au niveau de nucléole. C'est la biogénèse des ribosomes, c'est là où ça commence, c'est là. C'est au niveau du nucléole. Vous avez une transcription très, très, très active au niveau de nucléole, parce que là, on transcrit tout le temps les ARN ribosomiques. Et on a une ARN polymérase spécifique pour cette transcription. C'est l'ARN polymérase 1. C'est les eucaryotes. D'accord? Parce que vous avez là, si vous regardez là, bon, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau de génome? Voilà, au niveau de génome, on va se retrouver parfois d'une région qui se trouve comme ça. Et je vais agrandir après. Donc là, plusieurs fois. Donc une séquence, ce sont ce qu'on appelle, ce sont les gènes d'ARN ribosomique. Je vais appeler, c'est l'ADN, on appelle en anglais rDNA. C'est l'ADN R, c'est-à-dire qui va coder, ce sont les gènes d'ARN ribosomique, surtout on va voir, et qui va coder pour les ARN ribosomiques. Et c'est répété. On a plusieurs copies. On va agrandir cette partie-là. Et on a voilà, je vais agrandir ça. Voilà. Donc voilà. 28 S et 18 S. Et ça, c'est répété plusieurs fois. Bien sûr, avec là, tout ça, il est transcrit en un seul transcrit. Et après, ça, c'est grâce à l'ARN polymérase. Polymérase 1 qui va transcrire. Voilà, comme ça. Il va le transcrire. Et après, il y a la maturation. Et ça va nous donner le 28, le 18 et le 5,8 S. Ça va nous donner les 3 ARN ribosomiques. Donc d'abord, un ARN primaire. Un ARN ribosomique, là, c'est primaire.
non mature. Et là, ça va, après la maturation, ça va être coupé. On va avoir une maturation. On aura l'ARN ribosomique 28S, 18S et 5,8S. D'accord? Alors, là, regardez là, on a un petit ARN de 5,8S, mais il est transcrit par l'ARN polymérase 1. Mais parce que ça, il provient d'une maturation. On a transcrit un transcrit primaire, et la maturation, ça nous a donné un ARN ribosomique R5,8S. Par contre, il y a dans d'autres gènes, il y a un autre gène qu'on a le gène de 5S. Voilà, ça c'est le gène 5S. Il va être transcrit et nous donner l'ARN ribosomique 5S. Et là, l'ARN polymérase, c'est l'ARN polymérase 3, qui normalement cet ARN polymérase transcrit les petits ARN. Ça, c'est un petit ARN, il est transcrit par l'ARN ribosomique 5S. Mais là, parce que là, bien sûr, il y a le promoteur spécifique, et la terminaison, promoteur spécifique pour le 5S. Par contre, là, c'est un promoteur. L'ARN polymérase c'est un promoteur spécifique pour l'ARN polymérase 3. Là, c'est un ARN polymérase pour le 1. Voilà, je commence à mélanger. Là, le promoteur ici, c'est un promoteur. Il contient des séquences spécifiques pour l'ARN polymérase 3. Là, on a pour ce gène-là, on a le promoteur qui est spécifique pour l'ARN polymérase 1. Et comme ça, là, on a transcrit un transcrit primaire. Et là, le 5,8S, même si c'est un petit ARN, il provient d'une maturation. Par contre, là, c'est spécifique, il provient directement d'une transcription, c'est l'ARN polymérase 3. Et tout ça, ces transcriptions de 5S, ça se passe au niveau de nucléoles. Ces transcriptions, ça se passe au niveau de nucléoles. La transcription de ce gène d'ARN ribosomique, ça se passe au niveau de nucléoles. Alors, également, chez les plantes, on a d'autres ARN polymérases. On a l'ARN polymérase 4 et 5. D'accord? On a la 4 et 5. Et puis, on a l'ARN polymérase qui va permettre de transcrire les gènes localisés sur l'ADN chloroplastique. Donc, on a en plus d'autres ARN polymérases, c'est les plantes. Et les animaux, on a 4 ARN polymérases. Chez les plantes, on a d'autres ARN polymérases qu'on a retrouvés et on a 3 autres. Donc, on a en fait, quand on regarde au niveau des plantes, on a 7 ARN polymérases. 7 ARN polymérases. Alors, on va voir maintenant le promoteur. Alors, le promoteur, on va beaucoup plus maintenant s'intéresser aux promoteurs, les promoteurs qui seront reconnus par l'ARN, c'est-à-dire qui vont nous donner des ARN messagers et nous donner des protéines. C'est-à-dire qu'ils vont être reconnus par l'ARN polymérase 2. Au niveau de ce cours-là, on va s'intéresser beaucoup plus sur les promoteurs qui vont être reconnus, qui vont être transcrits par l'ARN polymérase. Là, les promoteurs des gènes qui vont être transcrits par l'ARN polymérase 2. Alors, on va commencer par le promoteur, on va commencer par d'abord la partie basale. La partie essentielle, principale pour tous les promoteurs d'ARN polymérase 2. Et on a 2 types.
Il y en a, c'est comme pour les prokaryotes, là, on va voir que normalement, il y a également des séquences consensus. On a des séquences consensus. Conserver, c'est un grand nombre de gènes. Et on a tout d'abord la boîte qu'on appelle la boîte TATA. C'est celle-là, TAA. D'accord? Et se trouve aux alentours de moins 25. On a au niveau du site d'initiation, on a une séquence, voilà, c'est expliqué là dans le PDF. Vous avez YY, c'est-à-dire Y c'est le pyrimidine, CA, pyrimidine. C'est-à-dire il est riche en pyrimidine. Soit C, soit le point d'initiation au niveau de la DSA, soit T. D'accord? Il est riche en C, T. Donc riche en Y, c'est le pyrimidine. Riche en C et T. Et puis, là, ça dépend des gènes. Ça dépend des gènes. On a également une deuxième séquence, c'est la boîte DPE, ou bien l'élément DPE. C'est un élément qui se trouve en aval. D'accord? C'est le DPE. C'est-à-dire, c'est pas moins. Là, on va se retrouver avec plus. C'est plus presque 25. Donc, il y a moins 25 plus 25, vous connaissez, ou bien plus, ça, les deux, on a les deux séquences. On a une à moins 25, l'autre à plus 25. Mais là, ça dépend de votre gène. Il y a deux types de gènes. Les gènes qui contiennent la boîte TATA. Donc, des gènes qui contiennent la boîte TATA. Et des gènes qui ne contiennent pas la boîte TATA, mais contiennent l'élément DPE. Ce n'est pas tous les gènes qui contiennent la boîte TATA. À un moment donné, on a retrouvé quelques gènes qui ne contiennent pas la boîte TATA, mais maintenant on se rend compte qu'une grande partie, c'est presque plus que 50%, ne contient pas la boîte TATA. Presque. Donc on parle de 50%, mais plus que parfois, qui ne contient pas, il contient l'élément DPE. Mais là, bien sûr, le site d'initiation, il est là tout le temps, c'est le même, que ce soit pour les gènes qui contiennent la boîte TATA, que ce soit pour les autres qui contiennent l'élément DPE. Donc c'est pour ça, là, j'ai écrit promoteur contenant la boîte TATA. Donc les promoteurs contenant la boîte TATA, ils vont contenir cette partie-là. Les promoteurs qui ne contiennent pas la boîte TATA, ils vont contenir cette partie-là. Donc bien sûr, la partie commune, c'est celle-là, parce que c'est le point d'initiation. Il est riche en pyrimidine. Mais il y en a des gènes qui vont contenir la boîte TATA au niveau moins 25. Et il y a des gènes qui ne contiennent pas la boîte TATA, mais contient à la place la boîte DPE, qui se retrouve à plus 25. Voilà la boîte TATA. Ça, c'est un peu, il y a pas mal de séquences. Et on se retrouve également au niveau de cette séquence qu'il y a d'autres éléments qui sont également pardon. Au niveau de ce promoteur, il n'y a pas seulement les boîtes TATA, il y a d'autres séquences. Mais bien sûr, on va se retrouver qu'il y a une complexité de séquences, énormément de séquences, et qui sont impliquées dans la régulation de la transcription. Il y a ces séquences-là qui vont aider à l'initiation de la transcription. Comme dans ce cas-là, on va voir le TF2B, TF2D, on va les voir après. Qu'est-ce que c'est ce TF2D, qu'est-ce que c'est ce TPP? Mais là, vous retrouvez ce qu'on a vu ici, qui est très important, la boîte TATA, le site d'initiation, elle est là, et le DPE.
Voilà les séquences TA, TA, AT, AT, A, AT pour la boîte Tata. La séquence d'initiation et l'iris en CT. Là, le nom provient de boîte Tata parce que toujours on commence par Tata. C'est une séquence consensus. Par contre, la boîte DPE, c'est une séquence qui est riche beaucoup plus en GC. GG, on a AG, GAT, CG, TG. D'accord. Alors, ça, ce sont les séquences les plus importantes. Et également, il y a d'autres séquences, comme c'est les DCE, DCE, BRET, tout ça. Mais ça va venir après. Mais le point d'initiation, le premier, sur lequel on va initier la transcription, ça va commencer, c'est cette partie-là. Et après, il y aura d'autres facteurs qui vont venir se fixer pour aider encore, c'est-à-dire continuer, c'est-à-dire aider à cette initiation de la transcription, comme le BRET, le DCE et le DCE. Ça, je ne l'ai pas rajouté dans le polycope pour ne pas compliquer encore la situation pour vous. C'est seulement pour vous donner là dans le cours, vous allez avoir une idée que normalement, c'est très, très complexe l'initiation de la transcription chez les eucaryotes. Ce n'est pas comme les prokaryotes, on a un système qui est très, on a des différenciations, on a des systèmes, c'est-à-dire on aura un grand nombre de régulations, mais ça, même pour le système basal, le système simple, on a un système qui est très, très compliqué, on a plusieurs facteurs. On va revenir à ce schéma après, une fois qu'on comprend ce qui est le système basal. Alors, comment ça se passe, l'assemblage? Alors, premièrement, on va commencer sur cette boîte Tata, parce que c'est ça qui a été très étudié. Maintenant, on parle que le DPE, ça se passe de la même manière. Pour les gènes qui ne contiennent pas la boîte Tata, les gènes qui contiennent DPE, ça se passe de la même manière. Presque les mêmes facteurs qui sont impliqués. Ils vont jouer le même rôle, ils vont se fixer tout d'abord sur les DPE, ça va continuer. Alors, on va commencer par la boîte Tata. La boîte Tata, il y a premièrement, voilà, vous avez un facteur qui va se fixer sur la boîte Tata. Donc là, fixation de quoi? De TF de D sur la boîte Tata. TF, pardon, je me suis trompé ici. TF de D. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est TF de D. TF, c'est T, c'est transcription. F, c'est factor. 2, ça vient de l'ARN polymérase 2. Et le D, c'est parce qu'on a découvert le A, le B, le C, le D, ainsi de suite. C'est le quatrième qu'on a découvert, c'est le D. Le premier qu'on a découvert, on l'a appelé A, TF2A, TF2B, TF2C, TF2D, ainsi de suite. Donc, c'était le quatrième qui a été découvert. Mais il joue un rôle, c'est lui qui joue le rôle le plus important, c'est lui qui a impliqué le premier dans l'initiation de la transcription. Ça, c'est au niveau des découvertes au cours du temps, des découvertes. Mais là, c'est le premier, c'est le TF2D qui joue le rôle le plus important, c'est lui le premier qui va initier, qui va se fixer. Il est constitué de les composantes de TF2D, et c'est un complexe, regardez, c'est un complexe, plusieurs protéines, c'est un complexe, d'accord? Donc, il est constitué de TBP, et de TAF. C'est ça ce qui est écrit ici. Les TAF, ce sont les petits ici, les petites sous-unités, ça s'appelle TAF. Et cette grande sous-unité qui est là, représentée dans votre PDF en jaune, ça c'est le TBP. TBP, tout simplement, c'est Tata Binding Protein. Donc, c'est quoi? C'est Tata Binding Protein, TBP. C'est une protéine qui se fixe sur la boîte Tata. D'accord? C'est très simple à se rappeler.
C'est la protéine qui se fixe sur la boîte TATA. TATA Binding Protein. Donc, TBP. Là, le TAF, c'est TBP, c'est ça, Associated Factors. Ce sont les facteurs associés au TBP. Ce sont les protéines associées au TBP. C'est-à-dire, ils se fixent sur le TBP. Ils s'associent avec le TBP, qui est là. Avec le TATA Binding Protein. C'est ça. C'est ça le TAF. D'accord? Alors, ce complexe qu'on appelle le TF2D, c'est celui-là qui va reconnaître la boîte. Cette boîte TATA, c'est le TF2D. Il va être reconnu par le TF2D. D'accord? C'est le premier point. Maintenant, vous êtes habitué dans ce cours-là qu'il y a toujours protéine, fixation sur une séquence spécifique. C'est-à-dire là, il y a plusieurs séquences, il y a des différences. Cette séquence-là, elle est spécifique. On la retrouve au niveau de ce... Il va y aller. Le TF2D va se fixer de manière avec une grande affinité sur cette séquence. Il va se fixer. Vous vous rappelez, hier, c'est un peu différent hier. Hier, c'était le facteur sigma associé à l'ARN polymérase. Là, il n'y a pas d'ARN polymérase. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, là, il y aura une cascade. Une cascade qui va se suivre. Il y a d'autres facteurs. Le TF2A, il va venir se fixer ici. Une fois ce complexe qu'on a ici, il est formé entre le TF, ici, le TF2D et cette séquence-là qui est la boîte TATA. Et une fois il s'est fixé, voilà, comme ça c'est plus bon. Il se fixe sur cette séquence. Après, il y a le TF2A qui va venir se fixer sur cette séquence, sur un complexe. Il faudrait tout d'abord la fixation de TF2D parce que sinon, ça ne va pas marcher. D'accord. Je reviens sur cette partie-là pour vous. F2P et TF. D'accord. Alors, après, il y a ce qu'on appelle le TF2B qui va venir se fixer. Donc, c'est-à-dire là, c'est comme une cascade. Là, vous avez TF2D fixé. Après, il y aura TF2A. Après, il y a TF2B. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une protéine qui se fixe, un facteur, il va changer la conformation de cette région et il va aider, c'est-à-dire là, ce changement de conformation va permettre la fixation de l'autre. Ainsi de suite. C'est une cascade. Jusqu'à, voilà, TF2F, TF2E, ainsi de suite. Et là, il y a un point très important. C'est expliqué, je vais vous montrer un autre schéma qui est très simple. Là, je vais vous montrer. C'est de la même manière. Regardez, TF2D, c'est fixé. TF2A, TF2B. Mais après, il y a cette protéine, le TF2F, c'est elle qui va faciliter la fixation de l'ARN polymérase. Elle s'attache sur l'ARN polymérase, elle va aider, c'est elle qui va faciliter, ça va reconnaître le complexe qui s'est formé au niveau de l'initiation, et elle va ramener l'ARN polymérase, le TF2F. C'est le TF2F. D'accord? C'est le TF2F qui va aider et ramener cette ARN polymérase. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez ici, donc le TF2F, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aidé, donc le TF2F, là, plus ARN polymérase. D'accord? Donc là, TF2D
TF de A, TF de B. Après, TF de F, il va ramener l'ARN polymérase. Et après, il y aura le TF de E. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une cascade, une après l'autre. Chaque fixation, il va changer de conformation, changer de cette région-là, il y aura l'autre qui va se fixer, ainsi de suite. Et avec le TF de F, il va ramener l'ARN polymérase et il y a, une fois il s'est fixé, il y a un autre facteur qui va se fixer, le TF de E. Après, c'est pas le TF de J et le TF de As qui vont se fixer. Donc, voilà une cascade. Plusieurs facteurs. C'est un complexe qui va se former d'initiation de la transcription. Et là, les deux derniers, surtout ce TF de As, là, on aura ce qu'on appelle, ils vont aider, surtout celui-là, ils vont aider à ce qu'on va avoir une phosphorylation de C terminal de l'ARN polymérase 2. Voilà. Donc, voilà, on a un cascade. Une fois le dernier qui va arriver, c'est le TF de As avec le TF de J. Et là, on aura une phosphorylation de l'extrémité de C terminal de l'ARN polymérase. Et c'est ça qui va activer cette ARN polymérase et va commencer la transcription. C'est grâce à cette phosphorylation-là, on va commencer la transcription. Dans notre schéma, on reprend ça. Je vais reprendre, voir un petit peu ce qui se passe. Voilà notre schéma pour comprendre un petit peu. Voilà. On a tout d'abord le TBP qui se fixe et reconnaît la boîte Tata. Et ça a bien sûr le complexe TF2D qui contient le TBP et les TAF. Il se fixe. Après, il y a TFA, TF2B qui vont se fixer. Après, bien sûr, il y a TF2F qui va ramener l'ARN polymérase et se fixer sur ce complexe. Mais en même temps, ce qui est là pour comprendre, normalement, ça, c'est le TF2D qui se fixe ça sur l'ADN. Là, c'est la boîte Tata. On a la boîte Tata. Regarde, quand il se fixe, regardez l'ADN, il y a ce qu'on appelle le bending. Il y a une courbature là. Cette courbature, elle est créée par le TF2D. Et c'est pour ça que ça change la conformation. Sinon, là, cet ADN-là, il était comme ça. Mais grâce plus TF2D, il a changé. Et c'est comme ça qu'il y a le deuxième, il va se fixer. Le deuxième. C'est-à-dire là, il a aidé, il a changé la conformation. Il a donné une autre conformation qui aide à la fixation du deuxième facteur. C'est pour ça qu'il y a cette cascade. Le premier se fixe, il change la structure là, regardez la double hélice, comment il a changé cette double hélice qui est là, il a changé, et c'est ça qui va aider la fixation de TF2A, ainsi de suite. Ce sont des changements qui permettent, et regardez là, c'est la fixation de l'autre qui va se fixer. C'est cette courbature qui a aidé à la fixation du deuxième facteur. C'est comme ça que ça se passe, c'est une cascade. L'un se fixe après l'autre. Le premier qui se fixe, après le deuxième et le troisième, ainsi de suite. Le TF de F, là, il va ramener, charger l'ARN polymérase, il va faciliter aider l'ARN polymérase à se fixer là, sur ce complexe. Et bien sûr, le TF de E, après le TF de As, il va aider à la phosphorylation. La phosphorylation de cette partie-là, la queue de l'ARN polymérase, c'est le C terminal. Il va le phosphoryler, et donc là, l'ARN polymérase va commencer là. Regardez là, il est inactif. Il y a ouverture là, on ouvre le double brin, mais il n'y a pas encore la transcription. Une fois il phosphorylé, et ça va activer la transcription. Et là, l'ARN polymérase va se déplacer et va laisser le complexe, il va commencer la transcription. Donc, ce sont des facteurs qui aident, qui initient et qui aident à l'initiation de la transcription. Une fois la transcription commence, là, l'ARN polymérase va continuer et va faire l'élongation sans problème.
Voilà l'initiation. C'est un peu complexe par rapport à celui de la bactérie, mais il faudrait le savoir que ça existe et que totalement, surtout pour les étudiants qui voudraient continuer au niveau moléculaire, dans tout ce qui est la biologie moléculaire, la génétique moléculaire. Là, il faudrait bien comprendre ces systèmes-là. C'est très important. D'accord. Comment ça se passe l'expression? Parce que là, c'est très, très important. Alors, avant de continuer sur l'élongation, je vous donne 2 points au niveau de l'initiation. Le premier point, c'est celui-là. Je vous donne un promoteur, un exemple, celui de la métallothionine. Ça, c'est le gène de métallothionine. Le métallothionine, c'est une protéine qui normalement fixe les métaux. Généralement, les métaux lourds comme le cadmium, tout ça, elle permet la détoxification. Et ce gène-là, on a bien sûr le gène, c'est seulement la partie promoteur. On regarde la partie promoteur. On se retrouve avec la boîte TATA, mais là, regardez à côté. En amont de cette boîte TATA, il y a énormément d'éléments. C'est pour ça que ça se termine avec E. E, ce sont des éléments, plusieurs éléments. D'accord? Et là, c'est écrit, par exemple, celui-là, le grès, c'est un élément de réponse aux glycocorticoïdes. Le MRE, c'est un élément de réponse aux métaux lourds, ainsi de suite. Mais ce qui est important, regardez celui-là, c'est un élément, il y a 2 éléments, le MRE, MRE, voilà, et on a un autre, 3, 4, voilà, 1, et on a 1, 2, 3, 4 éléments MRE. Qu'est-ce qu'ils font, ces MRE? Ils sont reconnus par le MTF1. La MRE, c'est un élément de réponse au MRE. Il est reconnu par quoi? Par le MTF1. C'est un facteur de transcription. Là, c'est un facteur de transcription qui reconnaît le MRE. Donc là, ce facteur MTF1, il va reconnaître de manière spécifique le MRE. Alors, ce facteur de transcription, en fait, il est activé s'il y a les métaux. S'il y a des métaux lourds, des métaux, il va être activé. Il s'active. Sinon, il est inactif, ce facteur. Donc, il ne peut pas se fixer. Une fois il y a les métaux, il devient actif, il peut se fixer sur cette partie-là. Ça, c'est s'il y a les métaux. D'accord? Il peut se fixer ici, il peut se fixer ici, et il peut se fixer. Donc, il se fixe sur cette partie-là. Et quand il se fixe, il active la transcription. Donc, il va activer la transcription, la fixation de ce MRE, il va activer la transcription de la métallothionine. Parce qu'on aura besoin, c'est-à-dire s'il y a des métaux, pour détoxifier, pour essayer d'éliminer ces métaux, par exemple le cadmium ou quelque chose, là, il va être activé le facteur de transcription MTF1 et il va se fixer sur ces éléments, il va les reconnaître et là, il va activer la transcription du gène. Bien sûr, il y a l'activation par ça, par la boîte là, au niveau de la boîte TATA, mais ça, je parle toujours, c'est basal. C'est la base. C'est une transcription qui est faible, qui n'est pas très importante, c'est-à-dire une transcription qui est très... Mais là, ce n'est pas une transcription importante, c'était une transcription basale. Il faudrait toujours avoir ça pour initier. Mais là, il va activer. Ça, ce sont des activateurs. Dans ce cas-là, il va activer. Parfois, on se retrouve dans certains cas avec au lieu d'avoir des activateurs, des atténuateurs. Ils vont atténuer la transcription ou bien inhiber, réduire la transcription. Donc là, c'est un activateur et qui se retrouve, c'est pour ça que le promoteur des gènes eucaryotes est très complexe. Regardez le nombre d'éléments qu'on se retrouve avec ça. On va jusqu'à moins de 260, on a un autre élément qui, normalement, il va répondre au glycocorticoïde. Le glycocorticoïde, là, il va permettre une activation également de ce gène-là. La présence des glycocorticoïdes, là, les corticoïdes, ce sont des récepteurs là, ils vont fixer les glycocorticoïdes, ils vont se fixer sur un récepteur, et le récepteur, l'ensemble, il va y aller vers le noyau,
et il va activer ces gènes-là. Tous les gènes qui ont le grey, ils vont être activés. Et là, tous les gènes qui ont le MRE, ils vont être activés. Là également, tous les gènes qui ont les gènes qui contiennent le grey au niveau de leur promoteur, ils vont être activés. Une fois qu'ils sont activés par les glycocorticoïdes. S'il n'y a pas de glycocorticoïdes, ils ne sont pas activés. Mais par contre, s'il y a par exemple les métaux, ils vont être activés. Donc là, il y a plusieurs éléments qui vont agir sur ce gène-là pour l'activer. Et c'est pour ça que c'est là, de manière réduite au niveau boîte à ça, c'est vraiment, au niveau des gènes eucaryotes, c'est pas correct. C'est le boîte à c'est le basal, c'est ce qui est de base, c'est la base. Mais en fait, on a un grand nombre d'éléments qui sont très importants pour l'expression des gènes au niveau de la transcription des gènes eucaryotes. Parmi ça, c'est les éléments qu'on retrouve, par exemple, ce MRE, ça c'est un exemple d'un gène. Il y en a plusieurs gènes, et chaque gène, on a des éléments, mais bien sûr, c'est pour ça que dans ce cas-là, on aura une expression de tous les gènes en même temps qui sont régulés de la même manière. Alors, il y a également l'autre point, c'est les enhancers. Les enhancers, enhance, c'est activer, augmenter, en fait. Améliorer, augmenter, c'est améliorer, c'est-à-dire là, le nom qu'il indique, on va le traduire comme, bon, il y en a certains qui le traduisent comme ça, mais il vaudrait mieux laisser le nom tel qu'il est, enhancer, pour ne pas l'oublier, parce qu'après, vous allez lire des articles en anglais, si vous continuez dans ce domaine, vous allez lire les livres, ça existe seulement en anglais, c'est les livres qui existent vraiment spécialisés qu'on retrouve, c'est en anglais, et vous allez voir, c'est-à-dire là, c'est-à-dire qu'il vaudrait mieux garder ces noms-là, strand, ainsi de tous ces mots en anglais, la lecture, au niveau des livres. Au niveau des... En fait, c'est un augmentateur. C'est un augmentateur. Bon, c'est une traduction qui ne trouve pas bon. Bon, c'est un augmentateur. Regardez les enhancers. Je vais vous donner là un cas. Ça, c'est le gène. Un gène. Ça, c'est le promoteur, il est là. Le enhancer, je vais écrire E. Voilà. Enhancer, peut-être c'est celui-là, un enhancer. Le enhancer, je vais mettre deux traits comme ça, tout simplement pour vous dire que la distance entre le gène, ce gène-là, et l'enhancer est très très loin. Ça peut y aller même jusqu'à 5 kilobases. Très 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 loin, il va agir sur le gène. Il va activer le gène. Ce sont des éléments, ce sont des séquences qui sont très loin et peuvent activer le gène, de loin. Donc, ce n'est pas seulement le promoteur qui se trouve à côté, au niveau des gènes eucaryotes. Il faudrait voir même très loin, il y a parfois des séquences qui sont très 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 loin, des séquences d'ADN très loin, et ils peuvent activer l'expression du gène, la transcription. Voilà l'exemple pour comprendre comment ça se passe. Voilà, vous avez le gène, il est là. Il est là. Ça, c'est la partie, là, c'est la boîte data. Regardez là, c'est la boîte. D'accord? Ça, c'est le gène. Hein? Et regardez là, c'est les deux traits que j'ai représentés ici, sont là, parce que c'est très, très loin. Et vous avez ces enhancers. Voilà les enhancers. Grâce à un ensemble de protéines. Je ne vais pas en discuter plus que ça. Et on a regardé comment ils sont. Regardez ça, c'est celui de la levure, un médiateur, et un médiateur de l'homme. C'est un complexe, c'est ça le médiateur, il est là, le complexe médiateur. C'est un complexe. On a plusieurs protéines impliquées. Il va se fixer sur le site d'initiation, sur le complexe d'initiation de la transcription. Et grâce à d'autres activateurs qui sont très loin, qui sont affixés sur le... Et là, jouer le rôle de médiateur entre les protéines qui sont fixées sur les enhancers. Ce sont des protéines qu'on appelle les activateurs. Voilà. Ils vont se fixer sur les enhancers, c'est cette séquence. Et grâce à ce médiateur, il va permettre de quoi? D'activer la transcription. Il active de loin. En plus de ça, regardez ces enhancers. Là, il y a ce qu'on appelle, ils sont impliqués également
il insère ce qu'on appelle le remodelage. Le remodelage de la chromatine. Le remodelage de la chromatine. Donc là, regardez, là, c'est une activation de la transcription. C'est une activation. Et là, regardez cette partie-là, c'est le remodelage. Il va remodeler toute cette partie-là au niveau de la chromatine. Le remodelage, il va changer, c'est-à-dire là, il va changer au niveau, c'est-à-dire parce que là, il y a les nucléosomes, il faudrait ouvrir ces nucléosomes, essayer d'ouvrir un petit peu, de changer l'état de ce nucléosome. Donc, c'est un remodelage. Donc là, cette partie-là, c'est en cours, c'est-à-dire là, il y a des recherches, surtout les 5 dernières années, au niveau de ce remodelage. C'est un domaine très, très important pour voir comment la chromatine va change au cours du temps. Mais ce qu'il faudrait garder ici, c'est ce point-là très important. Les enhancers, ils existent et ils agissent de loin grâce à des médiateurs. Là, il y a un activateur qui se fixe. C'est une protéine qui se fixe. Et il va agir de loin grâce à un médiateur. Là, il y a le complexe d'initiation de la transcription et grâce au médiateur. Donc là, c'est une activation de loin. Ce sont des séquences qui se trouvent à loin, à 5 kilobases, parfois très, très loin, ils peuvent agir. Alors, on passe le deuxième, après, au cours de l'élongation. Voilà, on a un ARN polymérase. Il a quitté le promoteur là, il a commencé la transcription, il est phosphorylé, il a commencé la synthèse. Voilà l'ARN. Regardez, l'ARN, il est synthétisé, il est là. Là, l'ARN continue à être synthétisé et ça continue. Et donc, il va continuer au cours du temps, il va se déplacer sur le gène et synthétiser l'ARN. Là, en fait, avant de... Je vais montrer. Je vous donne le schéma, que vous êtes habitué à ce schéma-là. Vous avez vu ça plusieurs fois, peut-être. On vous donne un gène. Ça, c'est le schéma qu'on vous donne. D'accord. Je vais refaire ça. Voilà, je vais tracer ici. Ça, c'est le promoteur. Je vous donne ça, c'est l'exon. Je vais introduire la notion d'exon ici. Voilà. Et puis, troisième ici. Ça, c'est l'intron. Hein? L'intron 2. Également ici, on va voir le signal de poly. Alors, voilà un gène eucaryote. Alors, le gène eucaryote, là, pour vous expliquer, c'est pas comme les gènes prokaryotes. La première différence, c'est la présence des introns. On va voir, les introns, en général, ils vont être éliminés au cours de la maturation. Mais au départ, on a une transcription de l'ensemble. Donc là, on va transcrire. D'accord? On va transcrire. On a transcrit cet ARN. Voilà l'ARN. On vous dit que ça, c'est l'ARN messager. On va mettre primaire. Et on a qui vous disent ARN pré-messager. D'accord? C'est ça ce que vous trouvez comme nom. ARN pré-messager, ARN primaire, ainsi de suite. Ça, c'est le
C'est la transcription. Et puis après, on vous parle de la maturation. La maturation, en fait, voilà la séquence qui ressemble au niveau de l'ARN, qui ressemble à la séquence aux exons. L'information génétique des exons se trouve là. Donc, en fait, on a un ARN messager. Voilà. Voilà. Pardon. Qu'est-ce qui arrive? Il y a un problème quelque part. Il faudrait que je résoudre ce problème. Alors, il y a un problème quelque part, je vais résoudre. C'est bloqué. Le logiciel et c'est bloqué celui de... Voilà, maintenant ça marche. D'accord. Donc, je continue. Voilà. Qu'est-ce qui arrive? Voilà. Regardez cette partie-là. Je vais la tracer comme ça pour comprendre. Voilà. Voilà. Alors, vous regardez là, cette partie-là, en fait, là, au cours de cette maturation, on a quoi? On a une élimination. Élimination de quoi? De quoi ici? On a une élimination des introns. On a une élimination. On a élimination des introns. Des introns. Ça s'appelle épissage. D'accord? Ça s'appelle épissage. Voilà. Il y a également, au niveau de la maturation, il y a également ce qu'on appelle le capping. On a également ici, là, ça, vous êtes habitué à ça. Vous avez vu ça, oui ou non, avant? Est-ce que vous avez vu ça avant? Oui? Oui. Donc là, c'est l'épissage. Ça, vous le savez. Là également, là, on va obtenir 5', 3', mais à la fin, l'ARN mature, il contient quoi? Il contient le AAA. À la fin, ça s'appelle le poly-A. Donc ça, au niveau de la maturation, on a l'épissage, on a la polyadénylation. Et un point très important, là, c'est le 3'. En fait, il protège, là, le polyadénylation, il protège le 3' de votre ARN. Et le 5', on a ce qu'on appelle le cap. C'est le cap. Le cap, on rajoute un cap ici, c'est pour protéger le 5'. Donc, on a 3 points très importants au niveau de la maturation. On a le cap, on rajoute un cap au niveau de 5' pour protéger l'ARN messager de se dégrader au niveau 5'. Le 3', on rajoute le poly-A. Et comme ça, il est protégé contre toute attaque
des exonucléases au niveau 3' et on a la polyadénylation sur le poly A. Et on a là où il y a des introns, s'il y a des gènes qui contiennent des introns, ça pourrait être un seul, 2, 3, s'il n'y a pas d'intron, on n'a pas besoin de l'épissage. S'il y a 1, 2, 3, et ça pourrait être une dizaine ou plus, on va avoir ce qu'on appelle un épissage. Un épissage. D'accord? Donc la maturation, il y a l'épissage, le capping et la polyadénylation. Trois process très importants au niveau de la maturation et pour avoir un ARN qu'on a ici, un ARN mature. Pour avoir un ARN messager mature. Ça, ce schéma-là, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu au niveau de ce schéma pour essayer de reprendre? Parce que là, après, on va rentrer certains détails. Il faudrait d'abord savoir ce que vous n'avez pas vu au niveau de ce schéma avant d'entamer les mécanismes. Est-ce que vous avez, tout le monde a vu ce schéma-là avant? Vous avez déjà vu ce schéma-là dans d'autres modules, oui ou non? J'attends votre réponse. Oui, monsieur. D'accord? Moi, non. D'accord. Quelle partie que vous n'avez pas vue? La demoiselle qui a dit non. Quelle partie que vous n'avez pas vue? Précisez la partie que vous n'avez pas vue au niveau du schéma. Est-ce que c'est le cap, l'épissage ou la polyadénylation? Polyadénylation. Polyadénylation. Vous savez que normalement, l'ARN messager des eucaryotes, il contient le poly A à la fin, au niveau 3'. Oui, monsieur. Oui, monsieur, mais on n'a pas détaillé. Oui, le détail, je vais voir. Vous allez voir le détail. Je parle seulement du schéma général. Je ne parle pas des détails. D'accord? Donc, le schéma général, vous l'avez, tout le monde a vu ça. C'est un schéma que tout le monde a vu. C'est pour les gènes eucaryotes. Dans le cas où il y a les introns, mais sinon, s'il n'y a pas d'introns, on a seulement le capping et la polyadénylation. Alors, on va y aller dans le premier point. Ça, c'est un schéma qui est stable, qu'on retrouve, mais en réalité, on va avoir, le schéma, il est comme celui-là. En fait, l'ARN polymérase est synthétisé. Regardez déjà les enzymes qui sont impliquées dans le capping et sont désaffixées sur cette queue-là de l'ARN polymérase. Une fois l'ARN est synthétisé, le 5' là, il sort, parce que là, c'est le 5', là, le 5', parce que la synthèse, ça se passe toujours 5' vers 3'. C'est la 3 parties. Là, il rajoute les nucléotides au niveau 3'. Le 5', il ressort. Là, déjà, il y a le capping. D'accord. Ça, c'est premièrement. L'étape 1, c'est l'étape capping. C'est le rajout. On va rajouter le cap. Deuxième étape. Regardez là, il y a déjà les composantes de la machinerie de l'épissage et se fixe sur la queue. Une fois qu'il y a l'intron qui va sortir, là, on va se retrouver avec un intron, il va l'éliminer à côté. Donc là, deuxièmement, c'est l'épissage. En anglais, ça s'appelle splicing. Et troisièmement, ici, on a les facteurs qui sont impliqués, et là, de manière précise, la polyadénylation et le clivage. Clivage, c'est coupure. Ce sont des facteurs qui sont impliqués au niveau de la polyadénylation et clivage. Et ils vont réaliser le clivage, donc la coupure, ça c'est le clivage, et d'une part, et la polyadénylation. En même temps. Ça se passe en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Coupure. Donc là, on a tout simplement rentré dans la terminaison de la transcription. S'il coupe, ça y est, on a arrêté le 3'. On a coupé le 3', c'est-à-dire là, vous avez un ARN messager coupé au niveau 3'. Mais en même temps,
il y a la polyadenylation, il va rajouter le poly A. Donc là, quand on parle de signal poly A, on va revenir sur le signal poly A au niveau des gènes eucaryotes, ça veut dire, ça, c'est la terminaison de la transcription. C'est un signal de terminaison de la transcription. C'est un signal de terminaison de la transcription. Alors, on va commencer un par un le capping. Le capping, c'est l'ajout de coiffe. Coiffe. Cap. Là, c'est la coiffe. C'est ajout de la coiffe. L'ajout de la coiffe, le résultat, on va voir le mécanisme, mais le résultat, regardez, ça c'est le 5' de votre ARN messager, il est là. Regardez, ça c'est le sucre, c'est le ribose, d'accord? Ça c'est la base, d'accord? Et ça, c'est le 3-phosphate. D'accord. Là, le sucre qui va s'attacher ici, ça c'est votre 5'. Et ça, donc parce que vous avez 5' vers 3'. Ça c'est votre ARN messager. Là, votre 5', vous avez 3 phosphates. Regardez ce cap, c'est ça la coiffe. Ou bien le cap. D'accord? Il va se rajouter. Et regardez la liaison ici, comment il est. Est-ce que vous détectez la liaison, comment il est cette liaison ici? Ce n'est pas comme les autres liaisons. Regardez la liaison ici. Vous avez 5' ici et 3' là. C'est une liaison phosphodiester ici. D'accord? Mais là, regardez cette liaison. Toujours, on retrouve avec un seul phosphate. Parce qu'on élimine chaque fois le pyrophosphate. Mais là, c'est un ajout de coiffe. Il se rajoute à la fin. C'est le cap qui a été rajouté. Et la liaison, c'est entre 5', 5'. Généralement, les liaisons qu'on a, c'est entre le 5', 3'. Là, c'est une liaison 5', 5'. C'est une liaison totalement différente. Et c'est pour cette raison, il est difficile, il n'est pas reconnu par les nucléases pour la couper. Donc, les nucléases, quand ils coupent, pour couper, ce sera très difficile de couper cette partie-là. Supposons une nucléase va couper, une exonucléase va couper de 5' vers 3'. Là, il va se retrouver pour couper cette liaison phosphodester. Ça va être très, très, très difficile et elle va être protégée. Parce que c'est une liaison totalement différente et qu'on retrouve dans le 5' de l'ARN messager. Et c'est une liaison 5', 5'. Donc là, on a une liaison 5', 5'. Entre le 5' qu'on a rajouté, on a rajouté un GTP. On a rajouté au niveau, ça c'est 5' de l'ARN messager, 3', c'est votre ARN messager. Et on l'a rajouté à ce niveau-là. Et là, on l'a rajouté avec liaison 5', 5'. Et on a une liaison 5', 5'. Comment? Voilà. Le mécanisme, il est là. Je ne vous demande jamais de prendre ces enzymes-là. Voilà votre ARN messager. 5' vers 3'. Ça, c'est votre ARN messager. D'accord? Regardez ça, c'est le GTP. D'accord? Il y aura une liaison et on va éliminer ces 3 phosphates-là. Donc, entre ce phosphate bêta et ce phosphate alpha. C'est ça la liaison. Et on va éliminer. Et c'est grâce à une triphosphatase. L'ARN et RNA triphosphatase. D'accord. Ça, c'est la première réaction. D'accord? Après, voilà, il y aura élimination de ces 3 phosphates. Et après, ces 2 enzymes 1 plus 2, il y aura fixation guanylyl transférase. Et le guanylyl va se fixer sur cette partie-là. Premièrement, élimination de ce phosphate et de ce 2. Et après, il y aura le guanylyl. Il y aura ce phosphate, il va se fixer sur celui-là grâce au guanylyl transférase. Donc, 2 enzymes
l'ARN triphosphatase, le guanyltransférase, ils vont permettre cette fixation de ce GTP sur le 5' de l'ARN messager avec une liaison 5', 5'. Regardez, c'est ça ce qui est écrit ici, 5', 5'. D'accord? Et puis après, ça c'est l'étape 1. Donc, deux enzymes, triphosphatase, guanyltransférase, les deux vont agir et vont permettre de rajouter ce GTP, de ce GTP au niveau 5' et on aura une liaison 5', 5' et on aura les triphosphates qui sont à l'intérieur. On va retrouver avec 3 phosphates ici. Donc, totalement différent par rapport à ce qu'on a comme les liaisons phosphodistères qu'on retrouve au niveau de la chaîne, au niveau de l'ARN messager. Après, il y a de la méthylation, la méthyltransférase. Le méthyle, il va méthyler la base G. Il méthyle la guanine, qu'on retrouve au niveau de CAP, le 7-méthyle. On aura le 7-méthylguanine. Donc, on aura le 7-méthylguanine au niveau, on va avoir un 7-méthylguanine. Et ça, c'est grâce à la méthylation qu'il va rajouter ça au niveau 7, au niveau de la position 7 de la guanine. Et voilà, on a synthétisé le CAP. On a synthétisé le CAP. Il y a 3 enzymes qui sont impliquées pour la synthèse de ce CAP. Et là, voilà. Alors, vous voyez là, il y a le CAP. Et ça, regardez là, ce schéma que je vous ai donné dans le polycope, ça, c'est présent dans tous les CAP. C'est-à-dire le 7, ce G 5', liaison 5', 5', il existe. Les 3 phosphates ici, 5', 5'. On retrouve la guanine, la 7-méthylguanine. Ça, c'est dans tous les cas. Mais regardez ça, can be methylated in cap 1. Ça, c'est seulement cette partie-là, cette position au niveau de la première base, là, on peut avoir une méthylation. Et ça, on le retrouve dans des caps spécifiques. On appelle le cap 1. Et on a d'autres qu'on aura des méthylations à ce niveau-là. Regardez celui-là. Ça, c'est le cap. Ça, également, ça, c'est le cap 1. Méthylation ici et ici. 2 méthylations. Ça, c'est le cap 1. Et ça, on l'a retrouvé dans un autre type d'ARN messager, le cap 2. Ce sont des méthylations. Donc, en fait, on a le cap, de manière générale, c'est la 7-méthylguanine qui s'est rajoutée avec la position, avec une liaison 5', 5', au niveau 5' de l'ARN messager. Et d'autre part, on a d'autres types de CAP qui sont un peu encore compliqués et qui contiennent des méthylations au niveau des premières bases, au niveau des premiers nucléotides. Soit le CAP 1, soit le CAP 2, on a d'autres méthylations. L'épissage. Alors, l'épissage, on va se demander comment ça, par exemple, on va voir ici, vous avez là, ce sont les introns, c'est ça ce qui est représenté en rouge, ça c'est un intron. On peut se demander comment ça va être éliminé. Toujours, c'est de la même manière. Toujours, quand je parle, toujours, il y a des protéines et des séquences. Parce que l'épissage, c'est de manière très, très précise. Au nucléotide près. On ne va pas décaler d'un seul nucléotide. Parce que si vous décalez d'un seul nucléotide, on aura un problème au niveau de la traduction après. Donc, c'est au nucléotide près. Donc, c'est une machinerie très, très, très précise. Et donc, il va dépendre de ces séquences-là qu'on retrouve au niveau de 5' au niveau de l'ARN, au niveau de l'intron, et 3' au niveau de l'intron. On a des séquences, ce n'est pas ça de manière simplifiée, qu'on retrouve, mais ce sont des séquences consensus qu'on retrouve au niveau 5'. C'est-à-dire, on prend l'intron, on a une séquence au niveau de cette jonction-là, et on a une séquence, ça, on prend l'intron, et ça, c'est le 3', et on a une séquence à ce niveau-là. Ce sont des séquences
également consensus qu'on a retrouvé et qui sont reconnus de manière spécifique par la machinerie, qu'on appelle la machinerie, c'est un spliciosome. Ce spliciosome, il est constitué des protéines et des ARN. On a déjà vu les snRNA. Ce sont des ARN qui sont impliqués dans l'épissage. Et bien sûr, ces ARN-là qui vont reconnaître ces séquences, qui vont aider à la reconnaissance, ils vont se fixer et permettre cet épissage. Donc, comme on a vu en haut, il y aura élimination des intrants et on aura les exemples, seulement les exemples. Alors, voilà les séquences dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce sont des séquences consensus. Regardez, ça, c'est la jonction exon, intron. Et je vous ai mis, là, vous allez trouver dans cette figure également le pourcentage, c'est-à-dire le G et le U. C'est pour ça qu'on a laissé en haut, parce qu'on le retrouve à 100%, le G et le U. Mais par contre, les autres, on trouve d'autres pourcentages, également le A et G. Et là, avec une séquence là qui est riche en pyrimidine juste avant. Mais ce sont des jonctions on a des séquences consensus qui seront être reconnues par le spliciosome et vont être coupées de manière très spécifique. Et cette réaction, en fait, le mécanisme, il est résumé à deux réactions de transestérification. Donc, ce sont des attaques là. Le premier, c'est ce G-là, il va attaquer le A qui se trouve ici. D'accord? Vous avez le AG. Avant le AG, vous avez une séquence riche en pyrimidine. Et là, regardez là, il y a une séquence riche en pyrimidine. Parmi là, au niveau de cette séquence, on a qui est même, voilà, UA, UC, UC. Et entre eux, il y a le A. Et ce A-là, il est très important. Le A qu'on retrouve ici. Le A. Là, on l'appelle le site de branchement. Et le G, au niveau de 5' de l'intron, il va attaquer ce A-là, il va se fixer sur ce A-là, il va avoir une liaison avec le A. Le G, qui est coupé, donc le 5' ici, il va se fixer sur le A. Il va se fixer sur quelle position au niveau de A? À votre avis, sur quelle position au niveau de A? C'est un ARN messager. Donc là, vous avez le sucre, phosphate, phosphate. Au niveau de sucre, là, la liaison avec, là, c'est entre celui-là et celui-là. Supposons ça, c'est le A. Donc, ce sucre-là, qu'est-ce qu'il a? Il a le 5' ici. Le 3' il est là. Qu'est-ce qui lui reste? La base, il est fixé. Qu'est-ce qui lui reste comme OH libre? Ce sucre-là. Là, c'est pas de sucre, phosphate, ainsi de suite. Vous avez une autre base là. Mais là, ça, c'est une autre base. Mais là, au niveau de l'adénine, là, on a une liaison avec le sucre qui est en avant, c'est 5', 3'. Là, c'est la liaison. Là, la liaison avec celui-là, donc avec la liaison phosphodiester, elle est là et là. C'est la liaison phosphodiester, 5', 3', 5', 3'. Donc là, et la base, le sucre, la base, il est fixé sur la position 1, le 1'. Qu'est-ce qui lui reste comme position au niveau de ce sucre? Libre. Le 2'. Le 2'. Donc, il va se fixer sur le 2' OH. C'est là, il va attaquer le 2' OH. C'est là, il va se fixer. C'est parce que là, c'est ça, on ne peut pas avoir un splicing au niveau de l'ADN. D'accord? L'ADN, il a des oxy. Mais là, au niveau de l'ARN, on a besoin de ce OH. C'est parfois, on vous demande dans certaines questions, si on a un désoxy au niveau de cette adénine, est-ce que ça va marcher l'épissage? Bien sûr, ça ne va pas marcher l'épissage. Ce site de branchement, il devrait contenir le groupement hydroxyle au niveau de A.
vous avez cette séquence-là, on a la séquence consensus au niveau des animaux, et on a ce A-là qu'on retrouve tout le temps, et c'est un site de branchement très, très important. Donc, entre le G de 5' de l'intron, il va se fixer sur ce A. C'est la première réaction. Et là, on a libéré, ça c'est le 3' de l'intron, de l'exon. Il est libre maintenant. Regardez l'intron, maintenant on a créé cette partie-là. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la deuxième attaque, c'est entre ce 5' avec le 3'. Ce 5' là, il va y aller se fixer sur le 3'. Et là, libérer. Donc, on a deux réactions. La première réaction entre ce G et le A. La deuxième réaction, c'est entre ce 5' et le 3'. Et comme ça, libération de cette ARN de l'intron. Ça, c'est l'intron. Il va être libéré. Et là, on a fixation exon avec exon. Donc, deux réactions. La première réaction, le 5' de l'intron sur le site de branchement. Deuxième réaction, le 5' de l'exon 2 sur l'autre exon, hein, le 3' de l'exon 1. Donc, deux réactions. Et on aura un épistase. Et bien sûr, l'enzyme, la machinerie, ça s'appelle splittiosomes, comme je l'ai expliqué en haut, et avec qui constituent des ARN et de protéines. Et ce sont des ARN qui sont impliqués dans l'épistase, qui vont reconnaître ces séquences de manière spécifique, mettre cet épistase de manière très précise, parce qu'on ne devrait pas rater cet épistase d'un seul nucléotide. Il devrait être de manière très précise et pour ne pas avoir de décalage au niveau de la traduction. Sinon, on aura un décalage. Et ça se passe de manière vraiment, c'est très, très précis. C'est une machinerie qui est très, très importante au niveau de l'expression de splittiosomes. Alors, on va arrêter là. Et là, demain, bon, c'est pas demain, c'est lundi. On va voir selon l'emploi, parce que l'emploi va changer sûrement le lundi. On va voir selon l'emploi. Et comme ça, on va continuer sur l'expression. Il nous reste la polyadenylation au niveau de l'expression des gènes eucaryotes. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? D'accord? Vous n'avez plus de questions? Vous n'avez pas de questions? Vous avez tout compris? Oui, monsieur, c'est bon, merci. C'est bon? D'accord, c'est bien. Il faudrait commencer à relire vos cours parce que ça va s'accumuler des informations. Je ne vous demande pas d'apprendre parce que des questions généralement c'est de compréhension que j'ai toujours, généralement des exercices, des questions peut-être de cours, mais généralement les questions de cours c'est de compréhension. Si vous avez compris, vous n'allez pas avoir de problème à répondre parce que parfois vous concentrez sur certains détails. Là, dans le cours, dans tout ce qui est sur maintenant que je vous explique au niveau de cette partie qui est normalement online, c'est la partie qui est essentiellement importante pour vous, ce qui est très difficile à comprendre. J'essaie de comprendre de manière très, très simple. Alors, il faudrait comprendre le cours et ne pas apprendre. L'apprendre, c'est-à-dire quand vous allez mémoriser par compréhension. Je vous demande jamais d'apprendre les structures, par exemple, comme les structures de pyrimidine, de purine, tout ça, c'est-à-dire l'image générale, c'est-à-dire vous gardez vos têtes, c'est-à-dire pyrimidine, il y a un seul cycle, purine, deux cycles. Pyrimidine, il y avait la citidine et la thymine d'uracile. Les purines, ce sont deux cycles, on a la guanine et l'adenine. C'est ça ce que je vous demande. Je ne vous demande pas de m'écrire les structures. Jamais vous allez avoir des... Et quand je vous explique, par exemple, l'ADN polymérase, synthèse de l'ADN, ARN polymérase, synthèse, et comme ça, vous allez comprendre, quand je vous ai demandé la question de reverse transcriptase, qu'est-ce qu'il synthétise? Vous savez qu'il synthétise l'ADN, mais la grande partie ils se trompent. Reverse transcriptase, ils vont dire c'est l'ARN polymérase. Ce n'est pas une ARN polymérase parce qu'on synthétise l'ADN, donc c'est une ADN polymérase. Ce sont des questions dans ce sens-là qu'il faudrait comprendre. C'est pour ça que je vous demande de comprendre le cours et non pas d'apprendre. C'est-à-dire, vous allez mémoriser par compréhension. Et bon courage. Bon. Merci, monsieur. C'est quoi?